Salut Arnaud, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui dans le podcast pour parler de ton histoire, de discuter un peu de ton parcours, de tes hauts, de tes bas et surtout de la relation que tu entretiens avec la course à pied. Mais avant tout ça, comment est-ce que ça va vraiment aujourd'hui ? Déjà, merci Guillaume, merci pour l'invitation. Ça va très bien aujourd'hui. Je suis remis de plein de choses, marathon compris. Je suis remis du marathon, je suis remis du Covid que j'ai attrapé pendant le marathon. T'es pas le seul, je crois. Ouais, Ce je suis pas marathon, le seul. pour tous, j'ai pas mal d'amis qui ont chopé le Covid à ce moment-là. Et puis de manière plus globale, non, c'est une période qui est assez faste dans ma vie en ce moment, après avoir touché un peu le fond, donc tout va bien. Bon, écoute Arnaud, en tout cas nos auditeurs te connaissent sûrement comme humoriste et comédien. D'ailleurs, tu es actuellement en tournée avec le trio aux côtés de tes acolytes, Jérémy Ferrari, Baptiste Le Caplin, et tu es aussi à l'affiche de Cyrano au théâtre. J'ai lu dans une revue culturelle, Téléstar, pour pas la citer, que la première fois que tu es monté sur scène, ça avait été un calvaire, que tu n'arrivais pas à parler, qu'aucun mot sortait de ta bouche. Ouais. Tu décris même ça comme un moment effroyable. Ça t'a pas découragé, puisque la preuve, on te reçoit aujourd'hui en tant que comédien. La première question que j'ai envie de te poser, parce que plein de gens auraient été assez traumatisants, j'imagine, comme expérience, plein de gens auraient abandonné. À ton avis, d'où est-ce qu'elle vient cette force de ne pas lâcher, parce que j'imagine que ça vient de ta carrière, mais aussi dans le sport. Moi, je lis énormément le fait, la persévérance, la pugnacité. Je lis énormément ça au plaisir, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai persévéré, même dans les moments difficiles de ma carrière d'humoriste, où cet épisode que tu viens de citer, de mutisme devant le public qui pourrait être traumatisant et se dire « Ok, j'arrête, je ne suis pas fait pour ça ». Mais en fait, quand il y a du plaisir, quand tu sens que c'est quelque chose qui est important pour toi, le travail et l'endurance et la pugnacité sont assez naturels derrière. Et moi, ça vaut dans mon travail, ça vaut également dans le sport. La course à pied, mais les sports cardio en général, le vélo que j'ai beaucoup pratiqué. À un moment donné, tu te dis, et ton entourage te dit, mais pourquoi tu t'infliges ça en fait ? Mais parce qu'il y a un plaisir, parce que et tant que le plaisir est là, tu peux déplacer des montagnes en fait, quoi. C'est vrai que quel coureur, même ceux qui nous écoutent, on n'a jamais eu cette question pourquoi tu cours, pourquoi est-ce que tu fais ça, mais c'est quoi l'intérêt ? Parce que les gens qui ne pratiquent pas le sport, ou surtout la course à pied, c'est vrai qu'au début quand tu pratiques, tu as le goût de sang dans la bouche, tu es essoufflé, c'est pas très confortable au début. Et c'est vrai qu'il y a cette incompréhension de pourquoi tu cours. Ouais. Et je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Et si on te reçoit aujourd'hui, c'est aussi... Voilà, parce que comme 13 millions de Français, tu es passionné par le running, tu t'es passionné, en tout cas une nouvelle passion pour ce sport. Et je ne sais pas si tu le sais, mais selon les sondages, l'une des principales raisons qui est évoquée quand on demande aux gens pourquoi est-ce que vous courez, justement, ce qu'ils disent, c'est que ça permet d'améliorer leur bien-être et de lutter contre le stress. Est-ce que c'est stressant, la vie d'humoriste ? Moi, je l'ai rendu pas stressante, en fait. Ça peut l'être si tu mets des enjeux, si tu ne vis que pour ça et si tu mets des enjeux vitaux dedans. Le métier d'humoriste que je fais, le métier artistique que je pratique, c'est pas quelque chose dont je rêvais petit. Moi, depuis tout petit, c'est le sport qui guide ma vie. Et ce métier artistique, il s'est imposé à moi beaucoup plus tard. Ce qui fait que je vis avec ce métier sans enjeu démesuré, en fait. Et le fait de vivre sans enjeu démesuré, ce métier-là, fait que je le vis avec beaucoup moins de stress que d'autres, parce que je sais, et je le sens, et je suis tout à fait honnête, que si ça s'arrête, si un jour le public me fait comprendre que je suis ringard et qu'il faut que ça s'arrête, ce sera OK pour moi. Et ce sera, entre guillemets, assez facile pour moi de songer à autre chose. Et voilà. Donc, c'est un métier qui peut être stressant, effectivement, mais si tu arrives à garder un petit peu de distance avec tout ça et pas te prendre la tête et pas te prendre pour quelqu'un d'autre, ça va, ça se gère. Et d'ailleurs, toi qui sais transformer le quotidien en source d'humour, c'est un peu votre rôle en tant qu'humoriste. Est-ce que tu penses que la course à pied, le marathon, ça ferait un bon spectacle ? Est-ce qu'on peut faire rire, tu crois, avec ces thèmes-là ? Malheureusement, non. Parce que l'humour, en fait, c'est essayer de brasser large et de faire rire le plus grand nombre de personnes. Et quand tu prends un truc aussi segmentant que la course à pied, moi, si je vais dans une salle de spectacle et que je fais un truc sur la course à pied, je vais exclure
Je sais pas, tu as donné le pourcentage, mais je vais exclure. Il y a 13 millions de coureurs. Ouais. Bah, c'est ça. Après, tu pourrais parler aux 13 millions de coureurs. Ouais, au moins la moitié de la salle, mais si tu es dans une démarche commerciale et tout, enfin, si je dis à mon producteur que je vais faire un spectacle sur la course à pied, il va pas aimer. Ah bah il va me dire vas-y, mais c'est tes sous, hein. Tu le fais toi-même. Mais au-delà, si on oublie l'aspect financier, est-ce que tu penses quand même qu'il y a matière? Est-ce que tu as ouais, bien sûr, tout ce qui t'ont fait marrer un moi, peu si j'ai que des runners dans ma salle, oui, il y a matière à faire des trucs assez drôles, bien sûr. Évidemment, il y a plein de choses à faire. Bon, bah, c'est intéressant. Peut-être qu'un jour, quelqu'un se lancera. Alors, ça me donne envie, tiens, tout à coup. Maintenant. Ouais, Au moins un petit sketch. Quoi. Ouais, un petit sketch. Ouais, tu peux le placer. Ça fera plaisir à la communauté des coureurs. Il y a un humoriste qui s'appelle Johan Mété qui a fait la tragédie du Dossard. Ouais, la tragédie du Dossard. 512, je crois, sur le trail. Avec dans des petites salles, ouais. Effectivement. D'ailleurs, ce qui est très drôle, je suis allé la voir. Pourtant, je suis pas trailer, tu vois. Ouais. Je suis pas. C'est pas forcément mon univers. Alors, en plus, à l'époque qu'il a fait, je connaissais vraiment très peu ce sport. Maintenant, avec Dans Tête d'un coureur, on a fait des reportages, donc je connais beaucoup mieux ce monde-là. Et pourtant, ça m'avait fait rire. Ça m'avait fait rire. Alors, en juillet dernier, tu as participé au Marathon pour tous, où tu as réalisé quand même un beau chrono, 3h30. Alors, attends, je t'arrête tout de suite. 3h29. 3h29, ouais, c'est important. Sous les 3h30, effectivement, c'est important. Ah ouais, non. Et ce que je tiens à préciser, pour peut-être les gens qui ne le savent pas, c'est que le parcours était extrêmement quand même compliqué, assez technique. L'organisation, on est en plein dans les JO, évidemment, il y avait beaucoup de contraintes, on va dire, pour pas vexer les organisateurs, et en plus de nuit et tout. Donc c'est quand même une très très belle performance. Et moi, j'ai suivi ta prépa parce que je suis un peu ce que faisait avec la team Orange Running, et j'ai tout de suite vu à quel point tu étais discipliné, parce que il y en a. Au début, on les entend beaucoup, et puis après, on les voit plus. Il y en a, ils sont un peu plus discrets au début, puis après, on voit qu'ils montent en puissance, et tu fais vraiment partie de cette team des gens qui sont montés en puissance. C'est pour ça aussi que je voulais te recevoir, parce que moi, justement, ce que j'aimerais comprendre à travers notre échange, c'est comment certaines personnes, justement, arrivent à s'épanouir dans certains objectifs malgré les difficultés. Quand on a une vie de travail, on a une vie perso, c'est compliqué de préparer un marathon. C'est pas non plus un objectif simple. Et pourquoi d'autres échouent? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui réussissent, qui se passionnent et qui mettent leur plan à exécution, quand d'autres, face à la difficulté et à son nombreuse, échouent? Et pour ça, ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne un peu sur ton histoire. Je sais que tu as grandi dans une famille bretonne avec un père militaire, et on dit souvent que l'enfance, c'est ce qui façonne un peu notre personnalité, notre avenir. Toi, comment est-ce que tu décrirais la tienne, justement? J'ai une enfance heureuse et sportive. C'est vraiment la chose que je vais te dire et répéter beaucoup lors de cet entretien, c'est que c'est vraiment le sport qui a guidé ma vie. Et dans mon enfance, ça a été le cas. Mon papa m'a transmis le goût de pas mal de sports. Il était athlète lui-même, amateur, hein, bien sûr, mais il faisait de l'athlétisme, il faisait de la planche à voile, il faisait du tennis, de la course à pied, qui n'était pas aussi développée à l'époque qu'aujourd'hui. Et il m'a transmis le goût de tout ça, et il m'a transmis aussi quelque chose qui est très important pour moi dans le sport, qui est le goût de l'esthétisme dans le sport. Je me souviens, par exemple, gamin, m'être passionné pour le vélo en voyant des images du Tour de France, parce que je trouvais ça tout simplement beau, je trouvais ça esthétique, je trouvais ça, les images, des paysages, ce peloton coloré, et puis même la position d'un coureur sur un vélo, je trouvais ça beau, je trouvais ça esthétique, je trouvais ça beau de voir ces mecs ou ces filles souffrir. Je vais pas être hypocrite, à l'époque c'était surtout les garçons. Je trouvais ça beau de les voir souffrir sur le vélo. Et donc tout petit, j'ai pris goût à ça, et j'ai grandi avec ça. Parce que tout de suite, je me suis dit, ces mecs-là, ce sont mes héros à moi. Quand d'autres enfants vont grandir avec des icônes de super-héros, de Marvel, de dessins animés, ou alors des chanteurs, ou alors des acteurs, moi, j'ai grandi avec ces références-là, tout de suite, avec ce goût d'admirer ces champions qui, pour moi, étaient mes héros. Et tu étais doué petit dans le sport? Est-ce que tu as déjà vu des capacités? Alors, il y a ça aussi, c'est que, tu sais, par exemple, je vais prendre l'exemple du golf. Le golf, tu vas débuter le golf. Et ben, tu as des mecs, et c'est très injuste, tu as des mecs ou des filles qui vont prendre un club, qui vont taper la balle, et tout de suite, ça va partir. Ça va être assez naturel, le geste. Et d'autres qui vont passer une semaine au clubhouse à essayer au practice à essayer de taper dans la balle, ils n'y arriveront pas. Bon, bah, t'en as un qui va continuer, qui va persévérer, parce qu'il a pris du plaisir, parce qu'il a vu que les premiers coups étaient encourageants.
Et moi, ça a été le cas. Ça a été le cas, effectivement, gamin. J'ai vu que quand mon père m'expliquait des trucs, j'arrivais à le faire. Je repense au tennis. Tu parlais de la Bretagne, sur le mur du garage, chez mes grands-parents, je tapais des balles. J'ai appris à faire le revers à deux mains. Je me suis rendu compte que c'était plus facile de tenir la raquette à deux mains et tout. Donc, j'arrivais à mettre en pratique les choses que mon père me disait. Je me souviens, il m'apprenait à sauter les haies. Il faisait du 110 mètres haies. Il m'apprenait à sauter les haies, tout ça, et j'arrivais à faire le... Donc, quand tu es gamin et que tu arrives à assimiler ça et à le reproduire, ça t'encourage vachement. Et ça développe la passion. Et dans la tête d'un gamin, ça va très vite, en fait, de mettre le verre dans la pomme. Et moi, c'était la passion dans ma tête, quoi. Et donc, voyant ça, j'ai pu m'identifier et me projeter... Je voyais des cyclistes à la télévision, mes parents m'ont acheté un vélo. Putain, j'ai gagné le Tour de France et je grimpais des cols alors que c'était juste la montée du garage. Enfin, tu vois. Mais dans la tête d'un enfant, ça prend des proportions folles, quoi. Elles sont longues, mes réponses. Hein. Non, mais non, tu vas me faire parler de sport. Moi, je peux rester là 3 jours. Hein. C'est l'un des plaisirs que j'ai. C'est que sur ce média podcast, c'est pas comme à la télé. Oui, on a le temps, on peut discuter. Va. Les gens, tu vois, là, ils sont partis pour peut-être une sortie longue. Ou de toute façon, ils ont du temps, hein, pendant les séances de running. Donc voilà, je suis sûr qu'ils passent un bon moment. J'ai aucun doute sur ça. Donc on va prendre le temps nécessaire. Tu me dis que ton père, il t'a transmis un peu le goût de l'effort et de la beauté de l'effort. J'imagine que c'est pas les seules valeurs qu'il t'a enseignées, surtout s'il était militaire. Bien sûr. Quelles valeurs, justement, un peu te caractérisent toi en tant qu'homme et peut-être que tu as aussi envie de transmettre à ton enfant? Des valeurs en tout cas, celle qui m'a transmise des valeurs de respect. C'était un homme très, évidemment, un militaire, un général de l'armée de l'air. C'est une intégrité, la valeur du travail, des valeurs familiales aussi. Et puis de la persévérance. C'est un mot aussi qui revient dans le sport beaucoup. Voilà, une certaine honnêteté intellectuelle. Alors j'ai tout fait moins bien que lui. Mon père, c'était vraiment pour moi un modèle dans le genre. Mais j'essaye en tout cas d'avancer avec ça en tête, de repenser à lui, puisqu'il est décédé, de repenser à lui, de repenser à ces valeurs-là. Et c'est aussi pour ça que le sport me plaît tant, c'est que ces valeurs se retrouvent ce sont essentiellement des valeurs du sport, quoi. Quand je t'écoute, il y a quand même quelque chose qui caractérise. Là, je vois quand tu parles du sport, quand tu parles même de ton papa, on voit la passion, la petite étincelle qui s'illumine. Et à l'image de ce que tu as fait à ton marathon, tu es quelqu'un qui t'investit quand même toujours à fond dans tout ce que tu fais. Tu es quelqu'un de très, très passionnel. Ouais. Ce que je comprends, c'est que tu as toujours été comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que... Comment tu l'expliques? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est quelque chose que... Voilà, tu étais quelqu'un de curieux Non, pas forcément curieux, mais en tout cas, j'aime me mettre des objectifs et j'aime... en fait, j'admire tellement les champions, j'admire tellement ce que ces femmes et ces hommes qui se donnent des objectifs et qui parviennent à accomplir ça. Ils me procurent tellement de joie et ils procurent chez moi tellement d'admiration que j'ai envie de provoquer ça chez les autres, vis-à-vis de moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand je me mets un objectif, je fais tout pour y parvenir parce que je veux qu'à l'arrivée, il y ait des gens qui me disent waouh! Et pas être du côté du champion qui m'a déçu ou du sportif ou de la sportive qui m'a déçu. Je veux être du côté de ceux qui font plaisir aux autres. Ce que j'explique pour donner un peu de contexte aussi à nos auditeurs, c'est que voilà, tu as fait ta prépa marathon, tu as fait 3h29 au marathon pour tous. Dans tes spectacles, ceux qui t'ont vu jouer, ils savent à quel point tu t'investis à fond et que tu donnes tout. Tu as fait aussi du sport auto où tu as eu des titres. C'est quand même hallucinant, tu vois. Donc, dans tout ce que tu fais, et finalement, en plus, tu le fais bien. Alors, tu n'es pas forcément le grand champion, mais en tout cas, tu arrives toujours à donner le maximum de toi. Un peu comme si même tu avais une aversion à la... Je ne vais pas dire à la médiocrité, mais en tout cas, l'idée de ne pas te donner à fond, c'est quelque chose qui te dégoûte presque. Ouais. C'est pas fatigant aussi, ça, quand on doit se donner à fond dans tout? Est-ce que ça... Tu dois t'épuiser des fois, non? La dimension de passion, elle est importante et elle génère beaucoup de force. La dimension de plaisir et de passion, ça génère énormément de force. Tu parlais du sport auto. Quand j'ai découvert le sport auto et que je me suis mis au pilotage, c'était des heures et des heures entières à regarder sur YouTube des caméras embarquées de pilotes pour voir
C'est presque de l'autisme en fait. Mais oui, pour rentrer dans le détail, en tout cas, je deviens quand je suis passionné, je deviens geek de ça. Et parce que j'ai tellement, et je reviens inexorablement à ça, je suis tellement impressionné par ces gens-là que j'ai envie de faire la même chose. Donc je m'identifie et donc je passe beaucoup de temps à essayer d'être et de faire ce que eux me renvoient. Donc quand je vois des pilotes automobiles faire ceci, cela, prendre un virage à telle vitesse, etc., je me dis, merde, je dois être capable de le faire aussi. Comment ils font, etc. Donc, toi, ta logique, si eux y arrivent, il n'y a pas de raison que moi aussi, j'y arrive pas. En tout cas, j'essaye de comprendre comment, par quel chemin ils prennent pour y arriver, et j'essaye de prendre les mêmes. Après, je suis limité par... Tu vois, par exemple, dans le sport auto, je suis limité par mon âge. 49 ans, tu n'as plus la même acuité visuelle, les mêmes réflexes. Moi, je me fais mettre 1 ou 2 secondes en karting par des gamins de 18 ans. Et tu te dis, mais pourquoi en fait ? Parce que ce virage-là, on a les mêmes machines. Pourquoi ? Mais en fait, les gamins, voilà, ça va plus vite dans leur tête, ils réagissent plus vite, ils voient plus vite. Voilà. Il faut accepter ça. Après, tu t'en sers pas d'excuses, c'est ça. C'est quand même tu vas. Ah non, je m'en sers même pas. Sur la prépa marathon, je suis pas trop vieux pour. Mais ça, c'est quelque chose que moi, j'invite vraiment les auditeurs ou ceux qui nous écoutent. Voilà, c'est qu'il faut suivre sa passion. Et en fait, quand tu es passionné aussi, c'est un fabuleux pouvoir d'apprentissage. Moi, je l'ai vu quand j'ai commencé le podcast. Moi, j'étais passionné par la course à pied, mais je savais pas faire de montage. J'étais une bille en informatique, je connaissais pas les trucs. Et en fait, on me disait, qu'est-ce que tu vas faire ? Mais en fait, quand tu es passionné, l'apprentissage. En fait, tu es tellement à fond dedans que tout va beaucoup plus vite, tu vois. Il faut pas sous-estimer votre force à apprendre quand vous êtes passionné. Et c'est pour ça, quand tu suis ta passion, tu sais jamais où ça va t'emmener, tu vois. C'est quelqu'un qui suit sa passion, tu peux te retrouver. Regarde, là, tu vois, moi, j'ai suivi ma passion. Je me trouve aujourd'hui face à toi, dans ce beau studio, alors que c'était pas du tout ma vie d'avant, quoi. Donc, en fait, voilà, dès qu'on suit ta passion, on va vers l'aventure. Mais tu sais, moi, tu parlais de mes premiers échecs artistiques. Heureusement que c'était une passion, parce que si tu prends les faits bruts, quand tu es humoriste débutant, tu prends des bides, Guillaume, mais c'est un truc, c'est d'une violence. Mais ça, je sais. C'est d'une violence. Et à l'époque, je le vivais de manière assez légère, parce que tu es guidé par quelque chose qui est beaucoup plus viscéral que juste le fait d'avoir pris un bide qui est une espèce de couche extérieure. Mais toi, tu es guidé par un truc viscéral qui est dans les tripes, qui fait que non, je sais quel est mon chemin. Et c'est pas grave. Et t'as des armes qui tombent sur la route, tu les évites, tu sautes par-dessus et tu traces ta route parce que c'est passionnel. Et ça vaut dans le domaine artistique, ça vaut dans le domaine sportif. Mais s'il y a des gens qui nous écoutent et qui, je pense à des entrepreneurs, tu vois. Moi, j'admire les entrepreneurs qui se disent, putain, j'ai pensé à un produit, j'ai pensé à un concept, et je vais y aller parce que j'y crois. Ah, il y a des trucs administratifs, il y a ceci, cela, on met des bâtons dans les roues. On s'en fout, on y va, on continue, on se couche tard, on travaille, on se couche tard. Ça payera un jour, c'est sûr que ça va payer un jour, c'est sûr. Et il y a quelque chose aussi qu'on n'a pas beaucoup en France et qu'il y a dans d'autres cultures, c'est d'accepter l'échec, que ce soit, et je le vois dans le sport aussi, et dans mon métier d'humoriste, les échecs sont tellement... Si tu valorises les échecs dans le sens tu étudies pourquoi, comment, pourquoi cet échec et que tu avances avec le refus que ça se reproduise. Et donc, voilà, c'est bien d'échouer parce que les échecs aussi sont très formateurs, instructifs. Encore faut-il après savoir en tirer les enseignements, se remettre en question. C'est pas parce que souvent les gens comprennent pas. Oui, échouer, non. Échouer, c'est quelque chose qui fait partie du processus, mais il faut aussi derrière pouvoir se dire pourquoi j'ai échoué et mettre en place des choses pour pas reproduire les mêmes erreurs. Tu sais, j'ai vu les docs sur Elon Musk sur Netflix. On est quand même sur un gars qui regarde des fusées partir, des lanceurs, et il se dit putain, si ces fusées elles pouvaient atterrir sur Terre, on ferait quand même des économies et donc le gars il se dit je vais faire atterrir des fusées pour pouvoir la réutiliser. Le mec a inventé la fusée réutilisable, mais il en a pété 4 ou 5 avant. Tu vois, il a eu des échecs avant que ça marche. Putain, quand t'es un mec qui pète 4 ou 5 fusées,
t'as pas beaucoup de gens derrière pour te dire vas-y, continue, quoi. Mais lui, il a persévéré parce qu'il savait que son idée était bonne. Et là, je te parle, c'est assez extrême comme exemple. Hein, mais... Si on avance un peu plus loin dans ton histoire, parce qu'on va voir que c'est très important par rapport à la relation que tu as avec la course à pied. En 2020-2021, tu me reprends si je me trompe, tu as sorti ton spectacle de mariage et un enterrement, qui a connu d'ailleurs un énorme succès. Pourtant, je sais que l'histoire derrière ce spectacle, elle n'a pas été très, très simple pour toi. Est-ce que tu peux nous parler de cette période et surtout comment est-ce que ça t'a inspiré et conduit jusqu'à là où tu en es aujourd'hui? L'histoire, elle est toute bête et elle est universelle. Et d'ailleurs, je ne prétends pas du tout avoir vécu un truc extraordinaire ou j'essaye pas de me victimiser plus que ça parce que ce que j'ai vécu, c'est universel. J'ai tout simplement vécu un divorce extrêmement douloureux que je n'ai pas décidé, que j'ai subi. Et au moment où je commençais à sortir un peu la tête de l'eau dans ce marasme conjugal, mon père est parti donc mon père, ce héros, tu vois, qui était vraiment le héros de ma vie et qui pour moi était immortel. Et en un claquement de doigts, en 6 mois, il est parti, quoi. Donc là, tu te retrouves à devoir faire un métier d'humoriste qui n'a plus beaucoup de sens en fait, parce que tu es en dépression, tu as juste envie de rester couché sous ta couette tous les jours et on te demande d'aller au contact du public, on te demande d'écrire des choses drôles et je me suis rendu compte que j'étais en train de mentir en fait sur mon activité professionnelle. Je mentais aux gens parce que je suis pas du tout le gars jovial que vous voulez voir et que vous croyez voir. Je suis un mec déprimé qui vous méprise un petit peu même, parce que quand tu es en dépression, tu as tendance d'abord à te mépriser toi-même et puis de fait à mépriser un petit peu tout le monde et à t'isoler. Et donc à ce moment-là, je décide d'arrêter ce métier parce que je me dis je suis plus en phase avec ça, quoi. Je suis juste voilà. Donc tu mets pas forcément le mot dépression sur tout ça, mais en tout cas, je décide d'arrêter le métier en 2019. Et mon entourage, et notamment Jérémy Ferrari, me convainc de ne pas arrêter parce que j'ai encore des choses à faire valoir, dit-il, sur scène. Moi, je suis pas trop d'accord avec tout ça, mais lui arrive à me convaincre que j'ai des choses encore à faire valoir. Et surtout, il arrive à me convaincre que mon histoire de deuil sentimental et mon histoire de deuil parental, c'est une histoire qui pourrait nourrir un spectacle d'humour. Et à ce moment-là, il y a le Covid, il y a la pandémie mondiale. Ah oui, t'as vraiment tout pris dans la tête là. Ouais, mais en fait, cette période-là, elle était cool pour moi parce que en fait, c'est comme si le monde s'arrêtait pour me laisser le temps d'écrire le spectacle. Et c'est comme si on me disait, OK, on te laisse 1 an, on met tout en pause, on met tout en pause, on te laisse 1 an, remets-toi, écris ce spectacle. Et voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai écrit ce spectacle en essayant de relever le défi de faire rire les gens sur des thématiques, sur cette thématique-là. Et puis, ça a marché, quoi, en tout cas. J'ai lu quand même certaines de tes déclarations dans la presse, et tu as quand même, je peux dire que je t'ai choqué, mais tu as eu des mots très durs envers toi-même. Tu t'es décrit, je crois, pour illustrer un petit peu, mais comme une merde humaine, comme dépressif, névrosé. Enfin, c'est vraiment l'image que tu avais de toi à cette époque. Ouais, en fait, il y a quelque chose qui est très symptomatique quand tu es dans cet état-là, c'est que c'est le manque d'estime de toi-même. Je sais que c'est... j'ai toujours un petit peu de mal avec ça quand des gens viennent me dire... mais encore plus à l'époque, quand on me disait « Ah, bravo pour ce que vous faites », vraiment, je ne comprends pas. Mais les gens ont mal à comprendre ça. De quoi tu me parles, en fait ? Bravo pour ce que vous faites, mais qu'est-ce que je fais, en fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, à cette époque-là, j'avais vraiment ça... en moi. Alors, je ne vais pas jouer le faux modeste. Je sais que j'ai fait des trucs cool et que j'ai fait marrer des gens, mais j'ai toujours j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, comme beaucoup d'artistes. Mais voilà, à cette époque-là, c'était très difficile pour moi d'être en phase avec ça, quoi. Mais tu subis les choses. C'est pas toi qui as choisi de divorcer, c'est pas toi qui as choisi que ton papa allait partir. Pourquoi finalement tu t'en veux à toi ? Parce qu'en fait, les choses que tu subis, tu te dis, mais si je les subis, c'est parce que je les mérite. Et si je les mérite, c'est parce que je suis une merde, quoi. Donc, c'est le résumé que je te fais, hein, mais le résumé psychologique, c'est ça. T'as pas de recul sur les choses, en fait. Non, t'as aucun recul. Et donc, c'est un cercle
C'est un cercle vicieux et puis tu t'enfonces inexorablement dans le refus de toi-même, le refus de ton talent, le refus de tes envies, le refus de tes plaisirs. Donc je me mettais à faire moins de sport. Voilà. Et c'est ce déclic. D'ailleurs, Jérémy, quand il m'a convaincu de me remettre en selle, il a d'abord commencé par flatter mon ego très très fort, quoi. Pendant 1 heure, il m'a dit, mec, je regarde des sketchs à toi le dimanche soir avec gourmandise parce que pour moi, tu es le meilleur dans l'absurde. Enfin, vraiment, pendant 1 heure, il m'a regonflé le. Vraiment, besoin, quoi. Ah ouais, j'avais l'impression d'être Madonna, je te jure. Je suis sorti du repas, c'était pendant un repas, je suis parti de là en me disant putain, mais j'assure. Mais il a raison, il avait raison, parce qu'il savait que le premier truc à faire avec moi, c'était de regonfler mon ego, quoi. Ouais, de rallumer un peu la flamme. De rallumer un peu une flamme interne, quoi. La dépression, c'est quand même un sujet tabou, et particulièrement en France, dans le monde en plus des humoristes, où les gens attendent de vous quand même que vous les fassiez rire, que vous soyez de bonne humeur, que vous soyez surtout on a l'air du positivisme, mais c'est très bien, donc c'est un peu à contre-courant. En parlant aussi ouvertement quand même des moments difficiles que tu as traversés, tu prenais un gros risque. Qu'est-ce qui t'a poussé à justement aborder ce sujet publiquement, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui subissent des dépressions, mais très peu en parlent. Ouais, alors parce que tout simplement j'avais pas le choix en fait. C'était soit ça, soit j'arrêtais le métier et vraiment j'avais un petit plan en tête, hein, qui était de reprendre mon nom civil et de bosser dans le monde du sport, et en particulier dans le monde du sport automobile, puisque j'ai commencé à développer un réseau là-dedans et travailler pour une écurie, etc. Donc j'avais mon plan. À partir du moment où j'accepte de relever le défi que Jérémy me donne, j'ai pas le choix en fait. Je suis obligé de parler de ça. Puisque la seule bonne idée que j'ai à ce moment-là, et la seule envie que j'ai d'écrire, c'est d'exorciser un petit peu tout ça en parlant de ma dépression, et en tout cas en parlant de mes malheurs. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, je sentais à ce moment-là que j'avais pas le choix, que c'était la seule chose que je pouvais faire et que je savais faire, c'était de parler de ça. L'un des outils justement de ta reconstruction, alors il y a Jérémy qui t'a essayé de rallumer un peu la flamme, mais tu as aussi essayé de te remettre au sport. Le sport, je sais que ça joue un très grand rôle justement dans ta reconstruction, mais le problème quand on a une dépression, c'est qu'on a un dérèglement de la dopamine. Donc j'explique, je vais vulgariser un peu, mais la dopamine, c'est vraiment c'est l'hormone qui va nous pousser à l'action, c'est celle qui va nous donner envie de réaliser des choses. Et quand tu es en dépression, tu sécrètes plus cette dopamine. C'est pour ça que les gens on dit mais lève-toi, fais quelque chose. En fait, c'est juste qu'on n'est plus capable de le faire. Toi, comment est-ce que tu as trouvé justement la force de te remettre au sport, de recommencer à bouger, de recommencer à avoir du monde, alors que c'est exactement l'inverse que ton corps a envie de faire? Alors, il y a deux choses. D'abord, je te parlais de la pandémie, du Covid, du confinement. Souviens-toi, on était autorisé à sortir que pour faire ses courses et pour faire du sport. Donc j'ai repris la course à pied aussi, et j'ai repris plaisir j'ai redéveloppé cette dopamine, parce que quand tu es confiné chez toi et qu'on te dit ok, tu as le droit d'aller courir, franchement tu saisis cette opportunité-là. Donc il y a ça. Et puis revoir du monde aussi, ça s'est fait aussi moi dans le sport automobile. Alors pas forcément en conduisant des bagnoles sur circuit, mais en faisant des compétitions de karting. À cette époque-là, quand je mettais mon casque et quand je pilotais, que ce soit voiture ou karting, c'est les seuls moments, et quand je dormais, c'est le seul moment où mon cerveau me foutait la paix. Et donc, j'ai pris goût énormément à ça. Et donc, j'ai pris goût à aller aux cartes, et donc, de fait, à revoir à tisser ces liens avec les gens, parce que piloter, pour moi, c'était le seul moment où le cerveau ne pensait pas à la mère de mon fils, où mon cerveau ne pensait pas à la mort de mon père, et ne pensait qu'à freiner le plus tard possible, réaccélérer le plus tôt, etc. Et donc voilà, ce sont ces deux choses-là qui ont fait que je me suis remis en mouvement et j'ai repris goût au sport, et que je me suis rappelé que c'était une vraie passion et un vrai moteur chez moi. À ce moment-là, tu vas découvrir, reprendre la course à pied. Exactement. Et vraiment t'investir dans ce sport-là. Qu'est-ce que tu nous parles un peu de cette capacité aussi à couper le cerveau, mais est-ce que c'est une forme d'évasion, une forme de méditation, toi, concrètement, les bienfaits du running sur toi? Alors, il y a tu listerais? Il y a quelque chose qui est indicible. Tu
tu vois, cette hormone du bien-être quand tu reviens d'une séance, ce truc qui fait que tu te dis mais je suis tellement bien, et donc tu deviens accro à ça. Moi, j'ai pas forcément le côté quand je vais courir ou quand je fais un autre sport, j'ai pas forcément le côté évasion, etc. Moi, je suis vraiment dans la perfo, quoi. Ouais, t'es perf, toi. Il faut ouais, même. Comment je peux progresser, comment je peux m'améliorer. Ouais. C'est-à-dire que même quand je vais faire une EF, une endurance fondamentale, c'est une erreur, ça, hein. Attention, hein. Pardon ? Faut pas les endurance fondamentales, faut pas regarder la montre. Ouais, mais je suis quand même à me dire. C'est pas bien. Ça, c'est. Ouais, mais j'ai un peu ça. C'est pas bien, mais je le fais un peu. C'est que c'est l'erreur que font le plus les gens. C'est vraiment ça, c'est de courir trop vite leur endurance fondamentale. C'est pas que c'est tellement contre-intuitif. Non, mais moi je te parle pas forcément de courir vite. Je regarde mes pulses en me disant faut que ce soit le plus bas possible, quoi. Ah oui, donc toi en fait c'est l'inverse. Toi, moi c'est l'inverse. Je suis bête et méchant. T'as un cerveau tordu, hein, quand même. Je suis bête et méchant, moi. On me dit l'endurance, tu vas même. Moi, on me dit l'endurance fondamentale, il faut que le cœur il batte pas vite. Mais non, l'endurance fondamentale, il faut que tu sois bien, il faut que tu sois relâché, il faut que tu puisses parler. Justement, c'est pas un moment donné où il faut se prendre la tête, ça. Ouais. Tu vois, toi, tu veux. Même ça, tu l'as performé, quoi. Ouais, d'accord. Tu sais que c'est compliqué de gérer son cœur, hein. C'est pas. Moi, dans ma tête, c'est tout le temps comme ça, quoi. C'est tout le temps comme ça. Je n'arrive pas en fait à associer le sport à tu vois, écouter de la. Enfin, si, ça m'arrive d'écouter de la musique, mais j'ai beaucoup de mal, par exemple, à courir avec quelqu'un et à parler de la pluie et du beau temps, quoi. J'ai beaucoup de mal. Et au-delà, je sais que là, on en a parlé, on a discuté plusieurs fois. Je sais que la course à pied aujourd'hui, ça a quand même une place très importante dans ta vie. Oui. Mais au-delà de l'aspect sportif, ce sport, quel impact il a eu sur toi ? Je m'explique. Est-ce que tu penses que ça a eu des impacts peut-être sur ta manière de penser, ton estime de soi, même la manière de jouer tes spectacles, parce que tu vas avoir plus de cardio, les bienfaits qui ont été transposables à ta vie? Ils sont énormes. Tu parlais de la scène. En fait, le fait d'avoir gonflé mon cœur en pratiquant beaucoup la course à pied, ça t'apporte beaucoup plus de sérénité dans des moments de stress. Sur scène, j'ai constaté, par exemple, je vais te donner un exemple très précis. Sur scène, en one-man show, quand j'avais des spectacles où, tu sais, tu cales ta respiration, tu as des longues phrases, et j'avais des phrases où il fallait que je reprenne ma respiration à telle syllabe. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, avec le cardio qui progressait, j'arrivais à aller au bout de la phrase sans devoir prendre ma respiration à ce moment-là. Donc ça, ce sont des choses où tu sens de manière très concrète les progrès. Et ensuite, tu arrives aussi à être plus serein sur des moments de stress, des moments de trac, des moments de... voilà, tout simplement. Donc, les bienfaits, ils sont visibles. Et puis après, tout simplement, quand tu vois ta fréquence cardiaque au repos qui descend... La santé, ouais. Sur la santé, tout simplement. Toi, tu as senti que tu étais plus... on dit souvent, on se sent plus jeune, on sent... Je suis passé d'une fréquence cardiaque au repos j'étais à 58, 59, et aujourd'hui... C'est pas trop mal, ouais. Et aujourd'hui, je suis descendu à 45. Donc, c'est chouette, quoi. Tu te dis, le corps, il réagit bien. J'aimerais maintenant qu'on revienne un peu et qu'on parle sur l'un des défis un peu les plus fous que tu as décidé de réaliser. Tu as participé au Marathon pour tous, je disais tout à l'heure, lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Avant de lancer dans cette aventure, quelle image tu avais du marathon, des fameux 42 km 195 ? Est-ce que tu pensais qu'un jour tu allais devenir marathonien ? Est-ce que tu as toujours eu cette idée dans le coin de ta tête où tu te disais c'est des fous, c'est trop chaud, quoi ? Ouais, je trouvais que c'était vraiment extrême parce que me voyant courir 7-8 km, quand j'ai repris la course à pied il y a 10-15 ans, waouh, 7-8 bornes, je revenais, j'étais... c'est pas rien en vrai. Hein. C'est pas rien. Et j'étais pas beau à voir, quoi. Et donc, 42 km, non, je vais pas faire ça, en fait. Je vais faire autre chose, je vais aller faire un tennis. Et donc je voyais ça vraiment comme un truc, comme une montagne. Et un jour, je me suis dit... donc j'ai continué la course à pied, j'ai commencé à faire 10, et puis un jour, j'ai couru 21 km pour m'entraîner. Et je me suis dit, tiens, c'est un semi. Et puis, l'idée a germé. Ouais. Et puis, je me suis dit, il faut que je le fasse une fois dans ma vie,
comme un défi ultime, quoi. Tu vois, genre monter l'Everest ou voilà. Je me suis dit, je vais faire un marathon. Et je me suis dit, quitte à faire un marathon, il faut que j'en fasse un beau. Donc je me suis dit, à l'époque, je ne savais pas encore que c'était impossible d'avoir des dossards. Mais je me suis dit, ouais, je vais faire New York ou je vais faire Paris ou je vais faire. Et j'ai entendu parler du marathon pour tous. C'est à ce moment-là que j'ai entendu parler du marathon pour tous. Et comme je suis très chanceux, j'ai la chance d'avoir le numéro de téléphone de Tony Estanguet. J'ai envoyé un message à Tony. J'ai dit, est-ce que tu pourrais m'avoir un dossard ? Et je le dis en toute honnêteté, et il ne m'a pas répondu. En revanche, j'ai été contacté 3 jours après par une de ses assistantes qui m'a confirmé que je pouvais faire ça. Et là, c'est mis en marche cette aventure incroyable. Le marathon, c'est sacré. C'est à une dimension mythologique, avec le messager qui meurt à la fin après ses 42 km 195. Donc c'est vrai que c'est très sacralisé. Ça t'a fait peur, toi, ou pas je t'interromps. Tu connais cette blague du fameux messager qui meurt Ouais, cette légende, ouais. Oui, enfin, c'est une légende, mais il y a une blague très drôle donc c'est un Romain, je crois, un Grec. Un Grec, pardon, qui arrive et qui dit, qui délivre le message et qui meurt. Et les mecs autour de lui disent, putain, on le savait, il y a un Kényan qui est arrivé 2 heures avant lui et qui nous a transmis le message. Ouais, je trouve la blague très drôle. Bon, bref. Quelle était ta question ? Est-ce que ça t'a fait peur ? Non, ça m'a pas fait peur. Ça m'a pas fait peur parce que je savais que, me connaissant, j'allais bien me préparer et surtout, je savais que si mon corps me disait que c'était pas possible, je prendrais pas de risque. T'as tout de suite parce qu'on l'a compris, toi tu es quelqu'un qui est assez cérébral, qui va essayer d'un peu de mesurer, quantifier, voir si tu progresses ou pas, parce que tu as besoin de ça, c'est un moteur pour toi. Du coup, est-ce que tu as tout de suite pris un coach ? Est-ce que tu t'es tout de suite documenté ? Est-ce que tu as eu cette gourmandise aussi d'aller voir un peu ce qui se fait, Exactement. les vidéos, les machins ? Exactement. Ouais, c'est-à-dire que, comme je te disais tout à l'heure, moi je suis, quand je me lance dans un truc, je le fais à fond et il faut que je suscite qu'à l'arrivée, j'ai suscité de l'admiration. Et j'ai suscité, en tout cas, un peu de ce que moi je ressens pour les autres athlètes. Donc oui, tout de suite, j'ai commencé à me renseigner. Et ce que j'ai lu tout de suite, c'est qu'il ne suffisait pas juste de sortir courir, quoi. Il fallait courir intelligemment. On parlait de l'endurance fondamentale, j'ai découvert les fractionnés, j'ai découvert... et puis plus tard, j'ai découvert l'alimentation. Et puis plus tard, j'ai découvert l'hydratation. Et plus tard, j'ai découvert le sommeil. Et je me suis dit, putain, c'est quand même un petit dossier de préparer un marathon. Quand tu commences à creuser, c'est un puits sans fin. Ah ben, c'est sans fin. Ah ouais. C'est sans fin. Et ensuite, tu tombes sur des podcasts dans la tête d'un coureur, par exemple, où tu as des... 400 épisodes de retard. C'est toi, en fait, qui a fait notre croissance. Voilà. C'est ça. Et tu te dis, ah putain, c'est intéressant. Ah merde, ah oui, d'accord. Et en fait, tu te... Mais t'es pas perdu à un moment donné ? Tu dis pas... Si, alors, à un moment... C'est ça. À un moment donné, tu te dis... En plus, t'entends tout et son contraire. Exactement. C'est comme quand tu vas sur Internet, sur des forums, trouver... C'est impossible. À un moment donné, il faut faire le tri, il faut t'arrêter à un truc. Et c'est là où je me suis dit, OK, il me faut un coach, il me faut un guide. Et j'ai eu la chance de rencontrer totalement par hasard un garçon qui s'appelle Mathieu Leroux. Et je parlais de guide, c'est celui, Mathieu Leroux, c'est un marathonien, il court en 2h28-29 le marathon. Et ça a été le guide de cette marathonienne paralympique qui a fini 3e, qui a couru. J'ai pas son nom, je suis désolé, j'ai plus son nom, mais c'est un nom hispanique. Une marathonienne française qui a plus de 50 ans a couru le marathon en 3h13 et qui a franchi la ligne vraiment au bout de l'effort. Et son guide, c'est Mathieu Leroux. Et c'est lui qui m'a guidé dans mes premières séances, qui m'a donné mes premières séances. Ouais. Et ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer la Team Orange Running et d'avoir été pris sous l'aile de Johan Durand. Et qu'est-ce que tu as aimé ? Qu'est-ce que tu as moins aimé dans ces préparations ? Est-ce qu'il y a des choses justement... Non, j'ai tout aimé. J'ai tout aimé. Il n'y a rien que j'ai pas aimé. J'ai tout aimé parce que j'ai tout fait avec envie, avec passion, avec gourmandise. Mais d'ailleurs... Alors, j'ai eu mon dossard 1 an et demi avant le marathon pour tous et dès le départ j'ai commencé à mettre sur les réseaux sociaux préparation du marathon pour tous J-500 et quelques, et là tu as les marathoniens qui m'ont dit mec t'es au courant que la préparation d'un marathon c'est pas 1 an et demi avant quoi, tu vois. Mais t'étais pas en retard, on va dire, t'étais pas en retard. J'étais pas en retard, mais c'était pour montrer en tout cas. C'était pas tant une préparation, c'était juste pour montrer que j'avais cet objectif et que j'allais emmerder. La machine était en marche, quoi. Et que la machine était en marche, ouais.
Du coup, tu as été plutôt un team sortie longue ou team fractionné, Arnaud? Team les deux, quoi. J'étais team bon élève. J'étais team ce que me disait de faire mon coach, quoi. Et vraiment, tu as voulu respecter un peu parce qu'il y a ça aussi, tu as tes contraintes professionnelles. Ouais. J'imagine que c'est pas simple aussi de préparer un marathon quand on a le spectacle, quand on prépare le théâtre, ce genre de choses. Comment tu as un peu ajusté Et tout c'est ça? là où j'ai envie de donner aussi, transmettre ce message-là. C'est que quand vous voyez que vous préparez une échéance et que vous n'arrivez pas à tenir telle ou telle séance, etc., c'est aller essayer de retrouver l'envie et de vous poser les bonnes questions en termes d'envie, quoi. Et est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce qu'il y a vraiment du plaisir et tout? Parce que je pars du principe que s'il y a une vraie envie d'atteindre l'objectif et s'il y a du vrai plaisir, le temps, tu l'as toujours. Enfin, c'est facile pour moi de dire ça. Je travaille pas à l'usine ou voilà, mais je pense quand même que quand tu veux, c'est très con ce que j'ai dit, mais quand tu veux, tu peux, quoi. Mais c'est vrai qu'on a une ambivalence entre ce qu'on veut à l'instant T et ce qu'on veut vraiment sur un objectif de temps. Exactement. Et des fois, il y a ce côté, à l'instant T, ce que j'ai envie, c'est d'aller chez moi, de me poser sur mon canapé, de regarder une série. Mais l'objectif qui me fait kiffer et qui me fait envie sur le long terme, c'est réaliser ce marathon. Alors donc, ça, faut vraiment se raccrocher à... En fait, ce qui compte, c'est pas ce que je veux tout de suite. Exactement. Ce qui compte, c'est ce qui compte vraiment pour moi. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que quand je dis que j'ai toujours pris du plaisir, évidemment, qu'il y a des jours où quand Mathieu ou Johan m'avaient donné des séances, tu les reçois là, tu fais déjà tu insultes ton entraîneur. Déjà tu l'insultes, tu reçois la séance et tu te dis et puis surtout tu as des jours t'as pas envie, quoi, tout simplement. Et un jour j'ai entendu un truc et c'est est-ce que c'est Caristan ou est-ce que c'est je sais plus quel athlète champion français a dit si tu as une séance prévue le matin par exemple et que tu n'y vas pas, tu commences ta journée par une défaite. Oui, en fait, quand tu remplis un objectif d'entraînement, c'est une victoire. Tu prends ça comme une victoire. Et ça a fait sens pour moi. Et les jours où j'avais une séance prévue et que je me disais non, je vais pas y aller, je vais plutôt rester dans mon canapé aujourd'hui, et c'est pas grave en vrai, parce que dans le cadre d'une préparation longue pour le marathon, évidemment, il y a toujours un jour où il faut être indulgent aussi avec soi-même. Oui, voilà, mais je me disais ok, ce sera une défaite et ce soir tu vas te coucher avec une défaite. Et ben ça me motivait à me dire et en vrai tu es tellement heureux quand tu rentres. Bah oui. Et alors ça, à ne pas confondre avec savoir aussi écouter son corps quand le corps quand le corps dit ok, basta. Il faut de la fatigue parce qu'il y a j'ai pas envie d'y aller parce que flemme, et j'ai pas envie d'y aller parce que je sens que le corps dit non. Le cœur il commence un peu à s'emballer, Exactement. il est haut, je sens fatigué, et ça c'est ça toute la délicatesse du truc. Exactement. Parce que des fois c'est plus intéressant de pas aller s'entraîner que d'y aller parce que ça va être contre-productif sur votre performance. Alors moi les signaux que j'avais c'était des tensions musculaires. Et il y a des périodes où je sentais des tensions et je prenais ça comme un message du corps pour dire ok, on va lever peut-être un peu le pied. Mais je reviens sur ce que tu disais à l'instant sur le côté c'est une petite victoire. Moi ce que je conseille souvent quand vous avez une prépa marathon ou un plan d'entraînement, vous imprimez un peu la semaine d'entraînement, vos 2, 3, 4 séances par semaine, et puis voilà, moi je l'affichais, tu vois, sur mon mur de ma chambre. Et puis quand j'avais fait la séance, le simple fait de mettre une croix, c'était un côté hyper gratifiant. Et c'est vrai qu'on a à l'heure du digital et tout, on perd. Mais voilà, ça peut aussi être un petit tips pour les gens. N'hésitez pas à imprimer votre semaine d'entraînement. Et dès que vous l'avez réalisé, vous mettez une petite croix parce que voilà, cette gratitude. Et puis après, c'est ce que je dis, on regrette toujours de pas s'être entraîné, mais on regrette jamais d'y aller, même quand on n'a pas envie. Il faut dire ok, là j'ai pas envie, mais de toute façon au bout de 10-15 minutes, c'est souvent là on se dit mais j'ai tellement bien fait d'y aller parce que justement j'étais stressé par le travail, j'étais stressé par mon quotidien et tout, et souvent quand on a le moins envie d'y aller, c'est là où on doit justement le plus y aller parce que c'est là où ça nous fait le plus du bien. Exactement. Et puis moi j'active aussi c'est pour ça que j'implique des gens dans ce que je fais. Alors je vais les impliquer, tu vois, on parlait des réseaux sociaux. J'ai impliqué les gens en disant je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais c'est à double tranchant ça aussi. Mais exactement. J'ai posté toutes mes séances d'entraînement donc j'implique les gens. Et mon coach, Johan Durand, il mettait les séances, il me prévoyait des séances sur l'application Nolio où voilà, tu as c'est un calendrier et lui il prévoit les séances. Et ben même vis-à-vis de lui, tu vois, les jours où j'avais pas envie de faire la séance, je me disais merde, je vais décevoir mon coach, je vais décevoir Johan. J'ai pas envie d'être celui parmi tous les athlètes qui gèrent. J'ai pas envie de faire partie de ceux qui respectent pas les séances. J'ai envie de faire partie de ceux où après Johan il va dire
Arnaud, il fait partie de ceux qui ont respecté les séances, qui se sont bien entraînés. J'avais envie de ça. Parce que je fais aussi un métier public, je fais un métier d'image. Et donc, j'ai développé cette addiction à j'ai envie qu'on dise du bien de moi. Quoi. Oui, mais même, de toute façon, c'est le principe de Strava, chacun à son échelle. Voilà. Exactement, ouais, bien sûr. Alors, il y a des personnes, voilà, il y en a que ça va motiver, il y en a d'autres que ça met plus de pression. Après, on est tous différents les uns des autres. Moi, je suis quelqu'un qui va plus essayer parce que j'ai toujours le mauvais œil ou tu vois, vont un peu scruter ce que tu fais. Mais ça, voilà, c'est des petits tips qui peuvent aider les uns les autres. Moi, le fait d'avoir la chance d'avoir une grande communauté sur les réseaux, et ben, quand tu fais des séances, tu vois des gens qui te disent bravo, c'est cool, machin. Et ben, ça fait du bien, ouais, bien sûr. Ça fait du bien. On a la chance d'aujourd'hui d'avoir des feedbacks, un métier où on est sur les réseaux et tout. C'est vrai que d'avoir ces feedbacks, parce que les gens dans les travails, des fois on fait des trucs, on ne sait pas. Mais c'est pour ça que les gens qui n'ont pas cette visibilité publique, qui est la majeure partie des Après, on a gens, la famille, on a tout ça quand même. Voilà, aller trouver des moteurs ailleurs. Et le moteur principal, c'est aussi la satisfaction personnelle, bien sûr. Alors, quand on prépare un marathon et que c'est un objectif d'1 an et demi, parce que tu nous as dit moi c'était un an et demi. C'était un an et demi, tu as été très sérieux, je sais, j'en ai parlé, j'ai suivi ça un peu sur les réseaux sociaux, j'ai parlé aussi c'était mon premier. J'ai suivi aussi ça, le réseau, j'ai parlé aussi avec Johan, je sais que tu étais quand même très discipliné, donc bravo déjà, parce que moi je suis... c'est un plaisir moi d'avoir des gens comme ça qui s'investissent parce que c'est génial, surtout de t'entendre. Du coup, quand on a préparé ça pendant autant de temps, qu'on a tout fait, qu'on a essayé à son niveau de tout mettre en place pour réussir, on va se mettre là le jour du départ ou même la veille du départ. Qu'est-ce que tu ressens ? Ça doit être un mélange de plein de choses. Est-ce que tu peux nous redire un peu les émotions qui t'ont traversé ce moment-là, le jour où tu es sur la ligne de départ et tu sais que ça y est, le projet prend enfin vie après 1 an et demi ? Ouais. Alors c'est très bizarre parce que c'est censé être une fête, c'est censé être quelque chose de plaisant, c'est un rendez-vous pour... ce sont les Jeux Olympiques, en plus les JO sont un succès, la France est vraiment derrière tout ça. Donc, et moi, je me suis mis cette pression-là en fait. Et je suis un peu, avec le recul, c'est le seul regret que j'ai sur cette expérience, c'est de ne pas assez en avoir profité sur la dimension d'expérience, tu vois, même la dimension humaine. Je sais que j'étais un peu dans ma bulle. Et ce sera à refaire. Je lèverai un petit peu plus la tête dans le sas de départ pour croiser des regards de gens échanger avec la team Orange. Pareil, je sais que j'étais vachement... Après, tu avais un objectif aussi. Ouais, j'avais un objectif. Ouais, j'avais un objectif. C'est ça aussi. J'avais un objectif important, mais et donc que ce soit la veille ou le jour J. Et ça, c'est un truc pareil. Je me suis dit, fais gaffe, Arnaud, laisse pas trop de watts non plus dans du stress inutile voilà. Donc, je suis un peu dans cet état-là quand même. T'es focus. Ouais, je suis focus et je suis pas. Et j'ai commis des erreurs. Hein. C'est-à-dire que. Dis-nous, quelle erreur t'as commis ? Toute bête. Alors vraiment, c'est un truc tout con. J'ai mangé chinois la veille. Non, mais dans un resto que je vis sur le parcours, moi. Je vis sur le parcours au niveau de, tu sais, après le pont de Sèvres, le parcours passé après le pont de Sèvres vers Chaville, Viroflay, tout bien ça. Sûr, je vois très bien. Je vis là, moi. Et je me suis rendu compte au dernier moment que je ne vais pas pouvoir prendre mon scoot pour me rendre au village de la team Orange. Et je ne vais pas pouvoir les taxis vont être bloqués. Et donc, je me pose la question du transport et je me dis, ok, donc il faut que j'y aille en métro. Et donc, le jour du marathon, je dois me rendre à la bouche de métro, qui est à 30 minutes à pied de chez moi. Et donc, je fais 30 minutes de marche pour aller à la... Et ces 30 minutes de marche, je sais que je vais les payer. Je vais un petit peu de cogiter. Je vais un petit peu les payer. Et donc, ce sont plein de petites conneries comme ça que j'ai faites. Envie d'uriner, j'allais dire envie de... On est entre nous, on est entre coureurs. Envie de pisser dans le sas. Ça, tout le monde, hein. Tu sais, t'es pas seul, hein. C'est quelque chose que tout le monde fait. Mais putain, ce sera à refaire. Et c'est pire quand t'es une fille, hein. Parce que nous, les garçons, encore, on est. Ouais, mais ce sera à refaire. Je prendrai pas ça comme un détail. En fait, j'étais dans le sas. Oh tiens, j'ai envie de pisser. J'ai trouvé ça rigolo. Tu débutes aussi. J'ai trouvé ça rigolo. Tu sois plus indulgent. Et puis mon meneur d'allure, il me dit, ouais, moi aussi, mais je te préviens, on s'arrête. Et en fait, je me suis rendu compte que dès le premier kilomètre, cette envie de pisser, ça allait être un sujet. Et ça m'a l'évacuer tout de suite. Et ça m'a stressé. Et ça m'a stressé. Et je me suis dit, putain, top. Mais je suis le roi des cons. Il y avait des pissotières. Il y avait 20 minutes d'attente et j'ai pas voulu le faire parce qu'il y avait 20 minutes d'attente. Mais t'es un con. Ce sera à refaire. Je me débarrasserai de ce sujet-là. Et dès le premier kilomètre,
ça m'a pris la tête. Et ça m'a duré 15-20 bornes. Après, il y a d'autres choses qui m'ont pris la tête dès le premier kilo. Au bout de j'ai vu que j'étais 10 pulses trop haut dès le premier kilomètre. C'est des détails, et je n'ai pas réalisé la dimension de température. Et donc, ça m'a stressé aussi. Et donc, j'ai commis des erreurs. Je me suis stressé pour des choses inutiles. Quoi. Bon, tu as plein de marge de progression au moins, c'est quand même le bon côté. Mais ça, c'est sûr. Dans ce que tu dis, c'est-à-dire que, et ça, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup quand on a un objectif. Après, toi, tu y allais quand même avec cette dimension de... On ne peut pas tout avoir, on ne peut pas profiter et avoir un objectif, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, des fois, on me dit aussi, quand je vais sur des courses avec des objectifs, ah, mais tu as vu le parcours, tu as vu le monument? Mais j'ai rien vu. Ouais. Je peux être dans la plus belle ville du monde, ouais. Je vois une ligne, la course, et franchement, en fait, mais c'est ça qui est beau aussi, c'est que le monde disparaît, en fait, ça s'efface. C'est ce que je disais tout à l'heure, où tu es concentré dans l'objectif, le corps, il sait qu'il a une mission, et d'ailleurs, tu fais partie des rares qui ont réussi parce que tous ceux qui ont, toi, tu as réussi quand même à atteindre ton objectif. Mais voilà, après, c'est sûr que je vous dis aux gens, si vous voulez faire un beau parcours, profiter du parcours et faire une performance, pour moi, c'est gourmand. À un moment donné, vous allez devoir prioriser l'un des deux. Bien sûr. Vous allez devoir. Donc Bien ça, sûr. C'est quelque chose qu'il ne faut pas... le seul moment où j'ai tourné la tête, c'est quand on est passé au Louvre et qu'il y avait la vasque. Et moi, j'étais dans le sud, j'ai jamais vu la vasque. Et à un moment donné, je me suis dit, vas-y quand même, tourne la tête regarde la vasque. C'est sympa. Et d'ailleurs, il y a une photo qui a été prise de moi où on croit que je regarde le photographe et je sais précisément quand ça a été pris, c'est quand je regarde la vasque et je suis bon, c'est bon, j'ai vu la vasque, je retourne dans mon... Mais d'ailleurs, un marathon, tu vois, c'est 3h30, mais tu verras que tu n'as que des séquences. Tu n'as pas le souvenir vraiment, tu as des séquences, des moments, Exactement. Des choses. Et c'est vraiment une... Ouais, c'est vraiment une expérience méditative, le marathon. Et ça, alors, j'en ai pas couru, moi, à titre personnel, mais j'ai fait des semi-marathons, même des 10 km. C'est quelque chose vraiment que tu ressens sur les courses. Quand je dis marathon, c'est sur les courses. Et les courses d'endurance surtout, où tu as vraiment ce côté, c'est hors du temps. Et le parcours, toi, justement, comment est-ce que tu as vécu la course? Est-ce que tu as eu des hauts, des bas? Est-ce que c'était finalement, tout s'est déroulé bien? Comment tu peux nous raconter ça? Alors en vrai, donc je te disais que moi je vivais sur le parcours et je vivais pile entre les deux difficultés. Il y avait la première difficulté qui était entre le 15 et 20, qui était la montée vers Versailles, et la Côte des Gardes qui était au kilomètre 30. Et en fait, ces deux difficultés-là, elles sont séparées j'exagère, mais de 500 mètres. Moi, je vivais au milieu. Donc, dans ma prépa, j'ai pu courir, en fait. J'ai pu repérer, et ça, c'était un gros avantage que j'avais. Ouais. J'ai pu repérer les difficultés, les deux. Et d'ailleurs, je me souviens que ma dernière sortie longue, qui était de 32 km, j'avais fait 15 bornes. Et ensuite, j'avais fait vraiment le parcours à l'identique pour finir, hormis les 10 derniers kilomètres jusqu'à l'arrivée. Et je m'étais dit naïvement, au 32e kilomètre en haut de la Côte des Gardes, ensuite ça ne fait que descendre, c'est du plat, la Tour Eiffel, l'excitation, machin, ça passera crème. Non, c'est pire les descentes. Non. Eh ouais. C'est pire. Et donc moi j'avais en tête, j'avais vraiment, et c'était OK avec le meneur d'allure, j'avais vraiment une allure du premier au dernier kilomètre, au kilomètre-heure près. Et j'avais vraiment un plan d'attaque, quoi. Même dans les montées, etc., etc. Et rien ne s'est passé comme prévu, parce qu'avec la chaleur, parce qu'avec cette demi-heure de marche que j'ai faite dans la journée, qui à mon avis m'a coûté cher, avec plein de choses, je suis arrivé en haut de la Côte des Gardes, et alors que depuis un an et demi, je n'ai pas eu, Guillaume, une seule crampe. J'ai couru le Marseille-Cassis, je suis arrivé à Cassis, j'aurais pu en courir 10 des Marseille-Cassis, j'étais dans la forme de ma vie, je n'ai pas eu une seule crampe, je n'ai pas connu le mot crampe pendant un an et demi, c'était hors de ma tête. Et j'arrive en haut de la Côte des Gardes et je dis au meneur, je courais avec deux mecs, Arnaud, le meneur d'allure officiel de la Team Orange, et un coureur que je remercie encore aujourd'hui qui s'appelle Steve, qui s'est occupé de moi pendant toute la course, et je dis à Steve, putain, c'est marrant, j'ai une petite, tout en courant, je dis, j'ai une petite tension sur le devant du tibia, j'ai une petite crampe sur le devant du tibia, c'est bizarre, j'ai jamais ça. Mais en fait, quand tu penses, la Côte des Gardes, c'est 12%, évidemment que tu ressors de là, tu as des crampes parce que le pied, il est déformé, enfin l'angle du pied avec le tibia. Et donc, et je lui dis, c'est rigolo, j'ai des petites crampes sur le devant du tibia. Et puis à un moment donné, mon pied gauche, il s'est mis de travers comme ça, et il se mettait à taper le sol comme ça. Et Steve, il me dit, mais tu fais quoi? Je dis, je ne contrôle plus mon pied, Steve. J'ai une crampe dans le pied gauche. Et 30 secondes après,
La crampe vient derrière les mollets. J'ai les mollets tout durs. Et là, ça commence à plus me faire marrer. Et je dis à Steve, mec, ça pue, j'ai des crampes. Là, je commence à boire tout ce que je peux boire. Il me donne à manger tout ce que je peux manger. Vraiment, je me dis, il faut que je donne à mon corps. Et les crampes montent sur les quadris. Donc, je commence à avoir les cuisses qui deviennent toutes dures. Et 1 minute après, c'est au 31e kilomètre, Guillaume, un coup de fusil. J'ai un coup de fusil dans l'ischio. Et là, je m'arrête. Et je me tends comme ça. Je m'accroche à une barrière. Et là, j'ai tout qui me passe devant les yeux. J'ai la prépa d'1 an et demi. Tu te dis Moi, merde. mais tout s'écroule. C'est-à-dire que j'ai ouvert ma gueule grande comme ça sur les réseaux depuis 1 an et demi. Je me suis entraîné pendant 1 an et demi. J'ai donné le lien où tu peux suivre la course avec Jérémy Ferrari qui me dit, mec, si tu fais pas 3h30, je passe 1 an à me foutre de ta gueule sur les réseaux, etc. J'ai donné ça à ma famille, j'ai donné ça, il y a des gens qui me suivent. Et tu te retrouves comme un con en haut de la barrière avec une crampe. Et là, tu sais même pas si tu vas finir. Au-delà de et l'objectif, tu sais même pas si tu vas finir. Et tu te dis, pile à l'endroit où je me suis dit, maintenant, ça va passer crème. Et je ne sais pas à ce moment-là que je vais vivre les 10 km les plus durs de ma vie. et donc là, il y a un truc. Et là, plus sérieusement, pardon, je parle beaucoup, mais c'est un moment qui a été incroyable dans mon marathon. Il y a un moment où c'est le mental, la force du mental sur le physique. Et à un moment donné, quand je suis agrippé à cette barrière, que je me tiens la cuisse et que je tire pour faire partir la crampe, il y a un moment donné, le cerveau, il dit « Ok, il n'y a pas moyen en fait. Il n'y a pas moyen. » Et donc la crampe, j'ai réussi à enlever le plus gros de la crampe, à faire en sorte et je me suis remis en mouvement. Et Steve me dit « Ça va, t'arrives à courir ?» Je dis « Ouais, ça va. » Mais seulement si je repartais, ce n'était pas pour courir 3h45, c'était pour remplir l'objectif. Donc je me suis remis à courir et on s'est remis. Alors le premier kilomètre, on a couru en 5,20 et on s'est très vite remis en 4,50. Mais putain, j'avais mal quoi. J'avais mal, j'avais les jambes qui tiraient, etc. Et je sentais qu'à tout moment, la crampe pouvait... Tu vois. Et donc je courais j'avais les yeux écarquillés comme ça parce que je me disais, mais... Combien de temps ça va durer? Combien de temps tu sais que t'es à découvert là. Ah mais et puis je suis en sursis. Je suis en sursis avec mes muscles. Donc oui, ça fait mal, mais moi c'est pas la douleur qui m'inquiète, c'est de savoir quand est-ce que cette putain de crampe ça va t'immobiliser. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, la douleur, je m'en foutais. En fait, c'est une information. En fait, la peur que j'avais, c'était d'être immobilisé. Et ce moment, et juste je termine là-dessus, ce moment où je m'arrête au bord de la barrière pour enlever la crampe, dans ma tête, ça dure 4 minutes. Et quand j'ai regardé sur Strava, tu sais, temps écoulé et temps en mouvement, je sais pas quoi, 34 secondes, je me suis arrêté. 34 secondes qui m'ont paru être 4 ou 5 minutes. Incroyable. Et donc, quand je repars, je me dis, l'objectif, il est baisé. Et au bout d'un moment, quand je me remets en mouvement et tout, à quelques kilomètres de l'arrivée, je dis à Steve, mais mec, on peut encore courir sous les 3,30. Il me dit, ouais. Il me dit, mets-toi derrière moi. Et là, j'ai lâché. Ouais, parce que tu sais que c'est possible. Oui, je sais que c'est possible. Et petite anecdote, le meneur d'allure de la Team Orange, lui, quand il me voit m'arrêter, il n'a pas le droit de s'arrêter. Lui, il a un contrat vis-à-vis de la Team Orange, donc il continue. Et il me gueule dessus, il me dit « Mec, pas maintenant, c'est pas possible. » Et il part. Et lui, dans sa tête, il me revoit plus. Et à 200 mètres de la ligne d'arrivée, à 200 mètres, tu sais, il a l'oriflamme 3h30. Et je le vois, et à 200 mètres, et je passe à côté de lui, je lui mets une main au cul, et il fait « What ? Super !» Et j'avais rattrapé je savais que j'étais en dessous des 3h30. Non, mais c'est de toute façon ce que tu dis sur les crampes et tout ça, c'est que sur marathon, et voilà, même si vous n'avez jamais connu des crampes sur marathon, c'est quelque chose qui peut arriver. Et moi, chaque année, je suis au marathon de Paris et dans les marathons, et j'entends des gens qui me disent « j'ai eu des crampes. » Donc ça, c'est intéressant ce que tu dis. Soit les gens se sont reconnus, soit les gens, attention, si vous préparez des marathons, c'est quelque chose qui peut vous arriver. C'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose qui peut vous arriver. Et ça fait très peur. Mais voilà, si vous avez la ressource, des gens qui ont fini le marathon avec des crampes, si ce n'est pas des déchirures musculaires, faites attention à bien quand même identifier la douleur, parce que les déchirures musculaires, là, je vous recommande de vous arrêter, parce que sinon vous allez un peu vous flinguer. Mais c'est quelque chose malheureusement qui est assez courant. Tu sais, ce qui m'a vexé, moi, c'est que j'ai entendu parler du mur des 30 km tout le temps. Ah, fais gaffe. Ouais, ça c'est embêtant aussi. Ah, le mur des 30. Ah, fais gaffe, le mur des 30. Ça te conditionne un peu, quoi. Du coup, t'attends les 30 et tu te dis... Mais en vrai, moi, je l'avais évacué. Je m'étais dit, je vais montrer à tout le monde que le mur des 30, ça n'existe pas parce que je suis bien préparé. Et putain, cet épisode que je viens de décrire là, pile au 30e. Mais bon, c'était en haut de la Côte des Gardes aussi, c'est ça.
l'arrivée, raconte-nous un peu l'arrivée. Quand tu franchis cette ligne d'arrivée, les émotions, à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? En plus, l'arrivée, elle était assez incroyable c'était une arrivée olympique. C'était fou, ouais. Raconte-nous C'était fou. un peu Alors ce qui s'est passé. déjà, moi, cette arrivée olympique, visuellement, elle est folle parce que tout de suite, j'ai des repères. Tu sais, j'ai des images de moi, des champions que je vois à la télé, et tout à coup, je suis dans cet univers-là, je suis dans ce cadre-là. Et donc, ça galvanise. En plus, on l'a vu le matin à la télé. Ça galvanise à mort, quoi, parce que tout à coup, c'est toi qui. Et là, tu pleures, t'es à quoi on pense? Alors, en fait, à 200 mètres de la ligne, je croise le meneur d'allure. Et je me souviens d'ailleurs, et je m'en excuse encore, je sais pas, elle entend sûrement pas, mais je sais que j'ai bousculé une coureuse parce que j'ai vu que je pouvais faire moins de 3,30. Et donc, j'ai sprinté. À 400 mètres de la ligne, j'ai sprinté, mais vraiment sans faire attention aux gens. Mais j'étais en dehors de moi-même, quoi. J'étais vraiment, et je sais avoir vraiment bousculé fort quelqu'un. Bon, bref. Et à ce moment-là, quand je passe la ligne, donc je n'ai évidemment plus de jambes, j'ai une douleur indescriptible. Je passe la ligne, je regarde ma montre et je vois 3 heures, je vois 29, 3h29. Et pour moi, à ce moment-là, il y a un mélange de douleur physique et d'émotion, mais tu ne peux pas imaginer. Enfin, si, tu peux imaginer, mais c'est l'aboutissement d'un an et demi, quoi. C'est putain, je l'ai fait, j'ai tenu le truc. Et surtout avec l'épisode des crampes, surtout avec l'épisode où une demi-heure avant, je pensais que c'était mort, ou 45 minutes avant, je pensais que c'était foutu. Mon truc était foutu. Et 45 minutes après, au prix d'un dépassement physique le plus dur de ma vie, je le fais. Et là, je m'écroule en sanglots. C'est bête, hein, mais c'est vraiment des sanglots, quoi. Des sanglots irrépressibles. Je ne peux pas contrôler. Et je pleure comme un bébé, quoi. Je tombe à genoux et je pleure comme un bébé. Et j'arrive pas à m'arrêter, surtout de pleurer, quoi. Et là, on se dit, ça valait le coup, quoi. Tout ça, ah ouais, c'est beau. J'adore. J'ai adoré ce moment-là. Et je me relève, et quand je commence à re-rentrer en communication avec d'autres gens et à reprendre mes esprits, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la douleur aux jambes. Mais c'est pas une lassitude, c'est une douleur. Comme si on me piquait en permanence avec un couteau dans les jambes. Et je me souviens, je me suis retourné sur des gens, je dis, vous avez ça aussi? C'est normal, ça? Ce que je ressens là, c'est une vraie douleur. Et oui, c'est normal, t'inquiète. Bon, salut tes marathoniens, bienvenue. Ça y est, c'est là. Et là, ouais. Mais c'est incroyable parce que, en plus, ça dure. C'est-à-dire que quand tu rentres chez toi, tu as ce petit sourire aux lèvres, tu vois, tu es là, ouais, j'ai réussi. Le lendemain matin, même quand tu te réveilles, peu importe, c'est un objectif ou ce ne serait-ce que finir le marathon, vous aviez un objectif et vous l'avez réalisé. Et en plus, plus la préparation, finalement, elle a été un peu dure, plus la préparation, elle a été... Même là, quand tu me dis, tu souffres dans la course, à ce moment-là, tu le sais pas, mais c'est les plus beaux moments de ta vie que tu es en train de vivre. Sûr. Tu vois. C'est partie des plus beaux moments de ta vie que tu es en train de vivre. En fait, tu tires tellement de leçons de tout ça, sur la résilience, sur la force du mental, sur le corps et tout. Et après, si je peux encore raconter un petit truc, l'après-marathon, ça a été quelque chose pour moi, hein, parce que la Team Orange avait préparé, nous avait mis bien. Il y avait une hospitalité Orange, et il y avait des kinés. Et moi, je me dis, ah ben chouette, je vais aller sur une table de kiné et ça va me soulager. Tu parles. Le kiné, il m'a dit, ok, donc tu as des contractures aux 2 cuisses, aux 2 mollets, il faut que je m'en occupe. Mais Guillaume, il m'a fait hurler à la mort de douleur. Il m'a enfoncé ses pouces jusqu'à l'os. Et il me dit, je suis obligé de faire partie. Donc ça a été la douleur. Donc tu cours un marathon, tu arrives à l'hospitalité Orange. Je te parle pas en plus des problèmes gastriques, donc tu as le bide qui est comme ça, tu sens plus tes jambes et tu te dis, ok, je vais me faire masser par un gars qui va me faire du bien. Et qui t'enfonce son pouce jusqu'à l'os. Et tu hurles de douleur, quoi. Et ensuite, il fallait que je rentre chez moi. Et les 30 minutes dans le marche, dans l'autre sens. Dans le 92. Mais c'est ça. Et donc, je dis, il y a encore des métros? Oui, pour le marathon pour tous, ils ont laissé les métros ouverts. Je demande à un flic, c'est quoi la prochaine bouche? Franklin Roosevelt. 20 minutes de marche à pied. Donc, de l'hospitalité Orange, 20 minutes de marche à pied. Tu viens de courir un marathon, hein. J'avais déjà fait ma demi-heure de marche avant. 20 minutes de marche. Je prends mon métro, j'arrive Pont de Sèvres. Et là, j'ai 3 bornes pour rentrer chez moi. Et les routes sont fermées parce qu'il y a le marathon olympique des femmes qui se court dans quelques heures le lendemain matin. Donc, les routes sont fermées, pas de taxi, rien du tout. Et je marche 35 ou 40 minutes
pour arriver chez moi. Donc, j'ai fait 30 minutes de marche pour aller au marathon. J'ai couru un marathon qui, putain, passait sous mes fenêtres. Pourquoi tu vas à Paris pour revenir sous tes fenêtres en courant, tu vois, tu te dis, tout ça n'a aucun sens. Tu cours un marathon, tu fais 20 minutes de marche pour prendre ton métro, et une fois que tu descends du métro, tu as 40 minutes de marche. Je suis arrivé chez moi à 4h du matin. Ah oui, ça se mérite d'être marathonien, Arnaud. Ça se mérite. Jure, c'est pas, voilà, si c'était simple, tout le monde le ferait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu as envie de refaire là ? C'est quoi un peu les projets pour la suite ? Alors, y a une copine qui m'a dit on est d'accord, plus jamais. Et je lui ai dit, ah non, on n'est pas d'accord du tout. Moi, ça m'a juste donné envie. Toi, dès que tu as franchi la ligne d'arrivée, tu t'es dit, c'est le prochain. Ah ouais, le prochain. Ah ouais. En fait, je me suis dit, si je fais 3h29 sur un parcours comme ça, ma première idée, ça a été de dire, quel est le marathon le plus plat, le plus roulant ? Je veux le faire. Valence-Berlin, voilà. Je te l'ai dit. Voilà. Tu n'as pas cherché sur Internet, tu vas gagner 3 heures. Et j'avais vu Berlin, et mon prochain objectif, c'est Berlin. Je veux vraiment me tester sur du plat. Bon, bah écoute, c'est cool. Le temps passe vite. Avant de se quitter, j'aimerais te poser une dernière question. Toi qui as traversé des moments difficiles, quel message t'aimerais transmettre à nos auditeurs, à nos auditrices, justement sur peut-être l'importance de trouver la force ? C'est surtout ça l'enjeu, c'est trouver la force. On veut tous surmonter oui, il faut surmonter les difficultés, mais comment on fait pour trouver la force justement de les surmonter, que ce soit le sport, la vie. Il y a le dénominateur commun de toutes les périodes difficiles que j'ai connues, et le dénominateur commun à chaque fois, ça a été d'accepter de s'ouvrir un peu aux gens. La première chose qu'on n'a pas envie de faire quand on est dans ces états-là, contre ces périodes-là, c'est de communiquer, de parler. Parce qu'on se dit, mais personne ne peut comprendre ma douleur. Personne n'est légitime à me parler parce que je suis le plus malheureux du monde et ce que je vis, c'est la chose la plus grave du monde et personne ne peut comprendre cette douleur-là. C'est faux. C'est faux. C'est très prétentieux de croire ça. C'est très prétentieux de croire que sa douleur est la plus grande du monde. C'est très prétentieux de croire que personne ne peut t'aider parce que ça veut dire que tu te places au-dessus de la terre entière. C'est faux. Donc, le seul petit conseil que j'ai, c'est d'accepter de s'ouvrir, de communiquer, d'écouter des gens qui ont envie de vous tendre la main et de vous dire des choses. Parce que sur 9 fois sur 10, ça ne va pas faire tilt. Mais quand ça fait le tilt 1 fois sur 10, ça change votre vie. Arnaud, merci beaucoup pour cet échange. Et je vais le conclure avec une petite tradition que j'ai instaurée là, dans cette nouvelle saison. C'est que je choisis pour mon invité une citation qui, je trouve, résume le mieux son histoire, sa personnalité. Et pour toi, j'ai choisi celle-ci. Ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Merci du fond du cœur pour cette belle échange, avec plein d'authenticité. J'ai adoré t'écouter et j'espère que nos auditeurs aussi, qu'ils ont passé une bonne sortie avec nous. Je rappelle que si les gens veulent te retrouver, tu es sur les réseaux sociaux, sur Instagram, tu es aussi à l'affiche de Cyrano au théâtre. Ouais, dire, c'est quoi le meilleur réseau pour te suivre Instagram, @tsamere, TSAMERE, voilà. Merci encore. Je voulais juste conclure en disant, je sais que cet épisode est enregistré et passera, je ne sais pas quel jour on est d'ailleurs, mais aujourd'hui, à l'instant T où je te parle, c'est l'anniversaire de mon papa. D'accord. On en a beaucoup parlé dans ce podcast et je crois aux signes et c'est pas un hasard qu'on ait enregistré ce podcast aujourd'hui. Écoute, c'est un vrai bonheur et puis moi je crois aussi aux signes, donc écoute, on lui dédie cet épisode. Exactement, ça lui aurait plu, je pense. Merci infiniment, à très bientôt. Merci Guillaume.